Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h et nous sommes ensemble pour un nouveau point complet sur l'actualité en Pays de Savoie. Voici les titres de ce mercredi 14 avril. L'affaire est montée jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Le projet d'école primaire porté par la Confédération islamique Millî-Görüs, proche de la Turquie, fait toujours polémique à Albertville. Nous ferons le point sur les dernières informations dans ce journal. Et puis, ils ne décolèrent pas. Les taxis étaient mobilisés en début de semaine contre l'application d'une directive limitant leur travail dans le canton de Genève. Jean-Paul Crespi a rencontré l'un de ses chauffeurs. Nous verrons son portrait. Je vous en parlais hier dans le journal, la polémique ne cesse d'enfler autour du projet de construction d'une école privée islamique en Savoie. Débutée en 2016, la bataille juridique qui oppose la Confédération islamique Millî-Görüs à la municipalité d'Albertville continue de faire débat, et ce jusqu'au plus haut niveau de l'État. On fait le point avec Emmanuel Jaude. Débuté il y a 5 ans, le bras de fer entre la mairie d'Albertville et la Confédération Millî-Görüs, gestionnaire de 71 mosquées en France, a récemment été porté à un tout autre niveau. En cause, le projet de construction d'une école primaire de 16 classes dans la commune. Un projet retoqué par le maire mais dont les arguments ont été jugés insuffisants par le tribunal administratif de Grenoble qui s'est prononcé le 6 avril dernier en faveur de l'association. Le premier édile, Frédéric Burnier-Chamboret, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur notre antenne, a toutefois pris la plume dans les colonnes du Figaro, déplorant le manque de moyens juridiques pour s'opposer à l'implantation de cette structure qui devrait donc accueillir 400 élèves, soit un quart des 1200 écoliers de la commune. De son côté, l'association préfère s'appuyer sur son dossier. On va faire 2 classes par niveau de maternelle et primaire. On est parti là-dessus. Après, la commune, il trouvait qu'il était un peu grand. Et quand on a rencontré la commune, on a dit qu'on pouvait revenir, donc diminuer le volume de cette école. Mais aujourd'hui, ils nous ont jamais dit oui, on va discuter, vous avez qu'à présenter un autre projet en diminuant le volume. Et ils nous ont pas dit rien de tout ça. Et aujourd'hui, on arrive, oui, voilà, c'est comme s'ils étaient contre cette école. C'était pas. Quand on entend les propos aujourd'hui, c'est pas contre le volume ou quoi que ce soit, c'est contre cette école. Mais si l'association se félicite donc du jugement du tribunal, le contexte reste difficile pour la structure. Aujourd'hui, sur le devant de la scène nationale pour une polémique sur les subventions de la construction d'une mosquée à Strasbourg, la Fédération islamique Millî-Görüs fait également partie des 3 fédérations ayant refusé de signer la charte des principes de l'islam de France, attisant ainsi de nombreuses rancœurs. Depuis la première date où M. Macron avait convié les fédérations, où il y a eu un rassemblement au mois de novembre, Millî-Görüs a accepté de travailler sur la charte des imams. Donc ce qui a changé de nom, de dénomination pendant toute sa trajectoire. Et ensuite, arrivé à 2 mois de travail, fait avec les diverses fédérations du CFCM, on se retrouve 2 jours avant la signature de la charte, on nous impose une charte sur laquelle nous n'avons pas travaillé. Et aujourd'hui, il y a eu cet acharnement juste parce que nous n'avons pas signé la charte qui nous a été imposée. Nous, ce que nous demandons, c'est que la charte elle soit retravaillée comme elle a été faite. Et à partir du moment où on trouve un consensus, on la signe comme tout le monde. Ayant d'ores et déjà annoncé son souhait d'interjecter appel, le maire a reçu de nombreux soutiens. Après un rendez-vous en visio ce mercredi avec le ministre de l'Éducation nationale, l'équipe municipale attend maintenant une entrevue en distanciel avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, d'ici les prochains jours. Et le sujet s'immisce également dans la vie politique locale. Le Rassemblement national en Savoie organisera un rassemblement devant la mairie d'Albertville ce samedi contre l'installation de cette école. La Fédération de la Savoie du Parti socialiste a exprimé également dans un communiqué sa ferme opposition, selon ses termes, au projet. En bref, un foyer d'influenza aviaire a été découvert en Haute-Savoie. Le virus de type H5N8 a été détecté dans la basse-cour d'un particulier dans la commune de Messery. La préfecture a ordonné hier l'euthanasie de l'ensemble de ces oiseaux. Des investigations sont en cours pour identifier la source de cette contamination. Une zone de protection de 3 km autour du foyer a été mise en place. Une zone de surveillance, cette fois de 10 km, a été établie. Les mouvements de volailles sont interdits dans ces zones.
Nous vous parlions lundi de la grogne des chauffeurs de taxi. Ils ont protesté au niveau des douanes franco-genevoises, provoquant d'importants ralentissements. Motif de leur mobilisation, le durcissement de leur possibilité de circuler dans le canton de Genève. Jean-Paul Crespi a rencontré un chauffeur de taxi de la centrale de Saint-Julien en Genevois qui vit au quotidien cette situation. La colère ne retombe pas dans la profession. Reportage. En l'espace de quelques mois, les 8 chauffeurs de taxi de la centrale de Saint-Julien en Genevois ont découvert le doute, puis les craintes de franchir la frontière franco-genevoise pour conduire leurs clients à leur adresse genevoise. Des transports rendus difficiles à accomplir sereinement, tant l'attitude des autorités suisses s'est durcie lorsqu'ils sont contrôlés. Pour Thomas, c'est la 4e course de la journée commencée très tôt dans la matinée, pour finir en soirée. Un transport pour un rendez-vous professionnel, un déplacement hospitalier, une course en direction d'une gare. Son quotidien longe la frontière et peu importe la date, l'heure et l'endroit. Si vous m'appelez maintenant, j'aurais dû le savoir il y a 8 jours en arrière pour leur dire bonjour, je suis chauffeur à Saint-Julien et j'emmène un client sur le sol helvétique. Au risque de prendre une amende, d'avoir un contrôle un peu poussé peut-être, et surtout de se prendre une amende de 5 000 francs suisses. Aujourd'hui, on passe la frontière, on a l'appréhension de se dire manque de bol, le gars vient d'appeler il y a 10 minutes, on n'a pas pu prévenir 8 jours avant, qu'est-ce qui va nous arriver? Et on y va quand même. La population ici, on a un bassin de vie autour de Genève, il y a 1 million d'habitants. On ne va pas leur dire, non monsieur, pour aller au restaurant ou pour aller, chez votre médecin à Genève, il fallait y penser 8 jours avant. Le principe du taxi, c'est de répondre à la demande au tac au tac. Ancien chauffeur des hôpitaux détaché au service des urgences, il ne peut que regretter la situation, soulignant le manque d'équité entre les chauffeurs de la centrale et les taxis genevois soumis eux aussi à la même réglementation lorsqu'ils travaillent sur le territoire français sans que cette dernière ne leur soit appliquée. Pas de contrôle, pas de réciprocité. Les Genevois n'ont pas la réciprocité de ce travail-là, de cette contrainte-là. Les Genevois arrivent, le gars appelle, ils montent, ils le prennent en charge, ils le descendent. Terminé. Ils n'ont pas cette réciprocité. L'injustice, c'est le manque d'équité, le manque de réciprocité. Alors oui, quelque part, c'est une injustice. J'irais jusqu'à dire que le manque de travail sur la commune de Genève les pousse peut-être à prendre des décisions qui sont un peu compliquées. Quand on a un responsable genevois qui nous dit on a 1500 taxis derrière nous qui braillent parce qu'il n'y a pas de boulot. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de boulot? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de chauffeurs de taxi sur Genève? Est-ce qu'il y a trop d'Uber sur Genève? Est-ce que le problème n'est pas ailleurs finalement et qu'on essaye d'aller gratter des parts de marché là où on peut? Le transport au-delà de la frontière en direction de Genève représentait plus de 30% de son chiffre d'affaires. Désormais, et dans l'attente d'une solution équitable, il devrait ponctuellement poursuivre ses transports en direction de Genève avec l'espoir que la situation s'apaise rapidement. Un mot sur l'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce contexte de crise sanitaire, il recule fortement dans notre région. Au 4e trimestre 2020, l'emploi salarié chute de 0,8%, soit 24 500 salariés en moins. C'est une baisse plus élevée que la moyenne nationale qui s'établit à moins 0,1%. Le secteur de l'hébergement-restauration, particulièrement important dans nos départements, est très touché avec près de 22 000 emplois en moins. La suspension passe mal auprès des élus. 5 projets de remontée mécanique prévus dans le schéma de cohérence territoriale du pays de Maurienne ont été suspendus par le tribunal administratif de Grenoble. 3 associations environnementales avaient déposé un recours contre ces installations qui auraient, d'après eux, des conséquences lourdes sur les milieux naturels. La liaison entre les domaines skiables d'Albier et des Carélies ou encore la liaison Valminier-Valfréjus figurent parmi les projets remis en cause. La création d'un Club Med à Valloire n'est pas concernée pour sa part par cette décision encore provisoire. Et nous restons en montagne avec notre invité du soir. Il s'agit de Nicolas Reynaud, président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Bonsoir. Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous avez été réélu président de la FFCAM il y a quelques jours. Avant de parler des défis qui vous attendent, parlons du mandat déjà mené. Quel bilan faites-vous de ces 4 ans de présidence ? Bah, écoutez, un bilan, on va essayer de faire un bilan jusqu'au 15 mars 2020, si vous le voulez bien, parce que comme tout le monde, forcément, la dernière année n'était pas terrible, même si beaucoup de gens sont venus en montagne et on a eu à cœur de voir arriver tous ces nouveaux publics. C'est très bien, ça fait partie d'ailleurs des défis d'être capable de leur proposer quelque chose qui correspond à leurs attentes. Mais on va dire jusqu'au mois de mars 2020, le développement de la fédération allait bien et surtout ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a vu se multiplier les actions pour les jeunes, les actions pour des publics pas forcément initiés à la montagne et qui se sont mis à la montagne en rejoignant les 420 clubs de la fédération. Le nombre de licenciés s'est développé, mais au-delà de ce nombre, ce qui est important, c'est bien la découverte et ce que la montagne procure chez chacun. La montagne, elle nous rend tous un peu différents, tous peut-être un petit peu meilleurs quand on la partage. Et c'est bien ça qui nous a plu pendant cette Olympiade, c'est qu'on a permis, grâce à la fédération et à ses partenaires, bien sûr, de faire découvrir la montagne à plus de monde. Alors, vous l'avez dit, la fédération se portait jusqu'ici en tout cas plutôt bien, plus de 100 000 licenciés, 420 clubs affiliés, plus de 290 000 nuitées dans 120 refuges en France. Mais vous êtes aujourd'hui impacté par cette crise. Comment elle vous impacte, cette crise ? Alors en 2020, elle nous a impacté surtout sur les nuitées en refuge, hein, puisqu'on a perdu plus de 2 millions d'euros sur les recettes de la fédération. Hein. Donc ça veut dire à peu près 20% et toutes les recettes qui arrivent dans les caisses de la fédération et qui proviennent des refuges repartent aussitôt dans des travaux et dans de l'investissement ou des travaux d'entretien pour les 120 refuges que nous mettons bien sûr à la disposition de tous les montagnards de France et d'ailleurs. Donc, bien sûr, il y a eu moins de travaux et moins d'investissements. Ça a ralenti, même si on en a maintenu un certain nombre. Et puis là, cette année, on a un recul du nombre de licenciés, un recul très modeste, autour de 14%. On s'en sort plutôt pas si mal par rapport aux autres fédérations. Mais c'est surtout l'impact psychologique au sein des clubs qui est très fort, comme il est très fort dans toute notre société. Et c'est tout cet accompagnement humain qu'il faut que nous fassions pour faire en sorte que les gens osent à nouveau ressortir en groupe et qu'il n'y ait pas un repli sur soi suite à cette crise sanitaire. Et puis, bien sûr, les bénévoles qui sont fortement impactés. Et nous, quand même, l'ensemble des activités de la fédération reposent sur l'humain et sur un réseau de 8500 formidables bénévoles, j'allais dire, qui s'investissent toute l'année dans les clubs. Et c'est vrai que ça laisse des traces, évidemment, et on espère pouvoir très, très vite reprendre nos activités. Alors justement, vous évoquez les traces de l'année 2020. Est-ce que vous vous attendez à des difficultés en 2021, cet été notamment ? Eh bien, écoutez, moi, j'entends que demain, il devrait y avoir une réunion au sein du gouvernement sur le calendrier. Quand on voit aussi les chiffres de l'épidémie, ça inquiète. Et bien sûr qu'on ne sait pas quels vont être notre terrain de jeu et nos libertés pour cet été. J'espère qu'on pourra aller en montagne. J'espère qu'on pourra aller en refuge. J'espère que dans les refuges, on pourra à nouveau avoir les services qu'on avait l'an dernier, c'est-à-dire des services d'accueil, d'hébergement, mais aussi de restauration. Et les impacts pour 2021, ils sont fortement liés à l'état de la crise sanitaire au mois de juin et aux décisions que vont prendre les autorités. On sait que vous avez entrepris un vaste plan de rénovation des refuges. Est-ce que ces difficultés remettent en cause ce calendrier ? Alors, elle le décale forcément. En revanche, on a voulu maintenir dès l'été dernier. Il aurait été d'ailleurs, certains auraient dit, on gèle les investissements puisqu'on est dans une situation de crise. Nous, au contraire, on a fait le choix de maintenir un certain nombre d'investissements. On a un peu diminué les travaux d'entretien. En revanche, on a maintenu
en particulier sur le territoire savoyard, puisqu'en Haute-Savoie, on a lancé 2 très grosses opérations à plus de 2 millions d'euros chacune, qui sont la rénovation des refuges du Couvercle dans le massif du Mont-Blanc et la rénovation du refuge Gramusset-Pointe-Percé dans la chaîne des Aravis, au-dessus du Grand Bornand. Et on a vraiment voulu maintenir cet effort-là. Bien sûr, les travaux vont devoir être terminés cette année, puisque souvent, c'est des travaux qui se déroulent sur 2 étés. Et on a aussi déclenché des opérations dans le massif pyrénéen. Donc, on continue notre plan de rénovation. En revanche, c'est sûr que les rentrées d'argent qu'on n'a pas eues l'été dernier et celles que l'on n'aura peut-être pas l'été prochain vont décaler dans le temps certaines opérations. Mais j'espère qu'on se relèvera tous ensemble de cette crise et que ça ne remettra pas en cause le plan global. Vous vous battez pour la reconnaissance de l'alpinisme, de cette activité. Ce combat, il va à nouveau occuper une place centrale dans votre mandat qui débute. Écoutez, on s'est battu aux compagnies du syndicat national des guides et de la commune de Chamonix avec nos partenaires italiens et suisses pour que l'alpinisme soit reconnu au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ça a été chose faite et c'était une belle victoire pour nous tous. L'alpinisme, vous le savez, c'est une activité sportive évidemment, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi une activité culturelle comme beaucoup d'autres activités et je pense que ça sera important qu'elle occupe la place qu'elle doit occuper aussi au niveau institutionnel en France. Aujourd'hui, elle est moins bien reconnue que des activités comme la randonnée pédestre, la spéléo. Alors, ce n'est pas du tout une crise de jalousie par rapport à ces activités qui sont aussi des activités très fortement pratiquées au sein des différents clubs alpins. Mais je pense que c'est important de ne pas dire parce que la montagne évolue, parce qu'il y a le réchauffement climatique, alors il n'y a plus d'alpinisme. D'ailleurs, c'est absolument pas vrai. L'alpinisme reste, j'allais dire, non seulement une valeur sûre, mais en plus une activité qui nous permet de transcender un peu ce que nous allons tous chercher en montagne. Et parfois, la montagne, quand on la partage, et quand on est au sommet, il y a un petit quelque chose qui touche à l'élévation et au sublime qui nous rend meilleurs. Vous avez évoqué le réchauffement climatique. C'est aussi une question dont vous vous saisissez. La protection de l'environnement, ça restera une de vos valeurs centrales. Bien sûr, depuis la création du Club alpin français, le Club alpin a 147 ans, 1874, ça date pas d'hier. Il a, depuis les débuts, joué un rôle très important dans la protection de la montagne. Il a fait partie des premiers membres de l'association qui a donné naissance à la création des parcs nationaux dans les années 60, la création du parc national de la Vanoise en 63. Le club alpin est à l'origine, bien sûr, et nous voulons bien sûr continuer à la fois notre rôle que l'on doit avoir d'éduquer les populations pour sensibiliser en particulier les plus jeunes à la nécessaire protection de ces milieux naturels, mais on veut aussi essayer avec nos partenaires d'avoir un comportement développement durable, si j'ose dire, qui permette, en faisant chacun sa part, de lutter aussi et de réduire nos empreintes carbone, de lutter en faveur de la biodiversité et d'essayer de limiter nos impacts globaux. Et nous, montagnards, on est vraiment les mieux placés pour se rendre compte à quel point les évolutions climatiques sont désastreuses. Eh bien, on vous souhaite en tout cas beaucoup de courage pour tous ces défis qui vous attendent. Nicolas Reynaud, président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci à vous. Les Chronos d'Or récompensent en fin de saison les meilleurs skieurs et snowboarders français. Ils sont désignés par un vote des internautes et par un jury d'experts. La cérémonie organisée par le département de la Haute-Savoie, le pool des fabricants de matériel et de sports d'hiver, le Dauphiné Libéré et la FFS s'est tenue hier soir en ligne. Malgré la pandémie, les équipes de France de ski et de snowboard ont réalisé de magnifiques performances avec 92 podiums en Coupe du Monde, dont 32 victoires et 5 globes. Ils ont aussi remporté 18 médailles, dont 5 titres aux championnats du monde. Parmi les lauréats de ces Chronos d'Or, Maurice Magnifica et Delphine Claudel ont été récompensés pour le ski nordique. En ski freestyle, Benjamin Cavet et Perrine Lafont ont été mis à l'honneur. La skieuse Tessa Worley reçoit le Chrono d'Or pour le ski alpin féminin et en biathlon, Julia Simon et Émilien Jacquelin ont été distingués.
relais. Le chrono d'or de ski alpin homme et le chrono d'or du champion des champions reviennent bien sûr au champion du monde Alexis Pinturo. Mathieu Fèvre, double champion du monde de parallèle et de géant, a également été mis à l'honneur. Bravo à tous ces athlètes. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe, restez avec nous. Dans un instant, un nouvel épisode de votre émission Panorama consacré cette semaine à l'école militaire de haute montagne de Chamonix. Demain, vous retrouverez exceptionnellement Fanette de Buisson, mais je vous retrouve avec plaisir vendredi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Belle soirée sur notre antenne.